20h sur ce plateau. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici ce qui est à la une de l'actualité. Le dialogue politique interguinéen a débuté ce jeudi au Palais du Peuple sous l'égide du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Ces consultations politiques regroupent toutes les tendances du pays, des diplomates accrédités en Guinée et la société civile. Dans la nuit du dimanche au lundi, 2 présumés coupeurs de route ont été arrêtés par la gendarmerie du kilomètre 36. C'est sur la nationale Conakry-Boké que ces 2 présumés malfrats ont été interpellés. Des centaines de manifestants défilent à Charlotte, en Caroline du Nord, après la mort d'un homme noir tué par une policière. Des manifestations qui ont dégénéré, affrontement avec force de l'ordre. Un manifestant est grièvement blessé. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Comme annoncé, le dialogue politique interguinéen a ouvert ses portes ce jeudi 22 septembre 2016 à Conakry. Ces pourparlers ont été officiellement lancés par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Bourema Condé. Une trentaine de panélistes prennent part aux travaux. Pour cette première journée, consensus s'est dégagé autour de 4 points. Salion Kourouma était de la partie. Suivez. Ce rendez-vous connaît la participation des partis politiques, de la société civile, du gouvernement, ainsi que des partenaires techniques et financiers. Pour ce dialogue de 2016, les partis ont retenu 4 points. Premièrement, nous allons réexaminer l'accord du 20 août de l'année dernière pour voir les points qui n'ont pas connu d'application. Deuxièmement, nous allons débattre de l'installation de la Haute Cour de justice. Troisièmement, nous allons parler des personnes arrêtées et emprisonnées, tant de la mouvance que de l'opposition, lors des manifestations politiques. Et le 4e point à l'ordre du jour dont on va commencer à discuter demain, c'est l'organe de suivi de l'application quand il y aura un accord. L'un des points d'achoppement de ces pourparlers, c'est bien la participation de l'UFR de Sidya Touré. Son positionnement sur l'échiquier politique étant ambigu, sa participation suscite des polémiques. Pour Aboubakar Silla, toutes ces questions de positionnement de partis politiques seront tranchées lors de ces retrouvailles. L'UFR, quoi qu'on le dise, c'est quand même un parti politique qui compte dans le paysage politique guinéen. On ne peut pas organiser un dialogue politique interguinéen inclusif sans l'inviter à participer au dialogue. L'UFR participe à la différence de l'opposition républicaine par le biais d'un seul représentant, donc on pensait que c'était normal. Bon. Ceci dit, nous allons entrer dans le vif du sujet demain. Nous allons commencer à parler des problèmes de démembrement de la CENI qui constituent des problèmes qui encore pendant, y compris au niveau de la justice, personne n'a voulu trancher sur cette question. Or, il faut qu'on sache qui est de l'opposition réellement, qui est de la mouvance présidentielle de par nos textes de loi, pour qu'on sache comment attribuer les différents quotas à ces 2 mouvances politiques au sein des démembrements de la CENI. Pendant ce temps, ils sont nombreux des Guinéens qui affichent le scepticisme quant au respect des accords qui seront issus de ces concertations. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation se montre lui optimiste, vu la particularité de cette rencontre. Vous êtes tous d'accord aujourd'hui qu'il y a une réelle ouverture, n'est-ce pas, dans le paysage politique au sommet. Le chef de l'État reçoit en frère et ami le chef de file de l'opposition. Nous les voyons tous avec beaucoup d'émotion se donner des accolades. Le commun des Guinéens, aujourd'hui en tout cas, respire cet espoir de voir enfin enterrer les haches de guerre et dans la diversité des opinions, les Guinéens avancer vers, n'est-ce pas, leur destin commun. Voilà ce dont on doit se féliciter. Les travaux du dialogue politique interguinéen reprennent vendredi 23 septembre avec comme sujet à l'ordre du jour les 4 points qui ont fait consensus des leaders.
Le Premier ministre Mamadi Youla vient de boucler son séjour canadien. Le chef du gouvernement guinéen et sa suite ont successivement pris part à la 10e édition du Toronto Global Forum et la conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial. À cette conférence qui a concerné les maladies comme le paludisme et le sida, la délégation guinéenne y a activement participé en exposant son expérience dans la lutte contre ces maladies. Daouda Mohamed Kamara. La lutte contre le paludisme et le VIH-Sida en Afrique est essentiellement soutenue par le Fonds mondial. Et la Guinée n'y fait pas exception. C'est en cela que le ministre de la Santé Abdourahmane Diallo a trouvé normal que la Guinée prenne part aux travaux de la conférence afin d'être associée aux prises de décision. Vous savez que le premier objectif du plan de relance et de résilience du système de santé en Guinée, c'est le renforcement de la prévention et la lutte contre la maladie et les situations d'urgence. Définitivement, donc, la prévention et la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme rentrent dans cet objectif. Il est fondamental pour nous d'être présents à une rencontre comme celle-ci. Justement, les ressources sont en train d'être discutées pour appuyer ces différents programmes. Les 2 ans d'Ebola sont certes malheureuses, mais pour le Premier ministre, l'expérience de la Guinée dans la lutte contre cette maladie doit être capitalisée pour d'éventuels besoins. Et puisque la relance économique post-Ebola tient compte du renforcement des capacités des jeunes dans la création d'emplois, Mamadi Youla a donc mis à profit les travaux des panels pour interpeller les décideurs sur la cause des jeunes. Et nous avons aussi lancé un appel à tous les partenaires de la Guinée qui étaient nombreux ici pour redoubler d'efforts dans le sens de la relance des initiatives tendant à accompagner les efforts des jeunes dans le cadre de l'insertion socio-économique, dans le cadre d'une meilleure protection et dans le cadre d'une meilleure implication dans le circuit économique national. Ce séjour qui a duré une semaine a permis à la délégation guinéenne de nouer des contacts et inciter les investisseurs à faire de la Guinée une destination privilégiée d'affaires. 2 présumés coupeurs de route viennent de tomber dans les mailles de la gendarmerie du kilomètre 36. Ces assaillants ont été appréhendés sur la nationale Conakry-Bouquet dans la nuit de dimanche à lundi. Par la même occasion, une importante quantité de drogue a été présentée aux journalistes. Compte rendu Moussa Sefa Kamara. Cette opération d'arrestation de ces 2 présumés coupeurs de route a été rendue possible grâce au soutien de la population à la base en harmonie avec les services de sécurité. C'est dans une voiture Ford immatriculée RC 8267 AB que ces présumés bandits ont été repérés. Ces malfrats munis de 3 armes PMK Cross et canons coupés avec 3 boîtes chargeurs toutes garnies. Le chargé de communication du commandement de la gendarmerie nationale revient sur les circonstances des faits. Ce groupe de bandits, dont d'autres en fuite, sont spécialisés aux opérations de coupeurs de route. Ces bandits arrêtés au barrage de Bawa se rendaient vers Bokeh où un braquage était planifié contre un commerçant qui devait quitter Bokeh avec la complicité bien sûr de son frère pour Conakry, avec une force tombe de devises et de monnaie locale. Ces présumés coupeurs de route ont nié en bloc les faits qui les sont reprochés. Les armes, ça ne m'appartient pas. Moi, je suis un simple chauffeur. On m'a déplacé pour Tanene, je revenais, on m'a interpellé au barrage. Du coup, les gendarmes disaient, voilà le véhicule, c'est comme ça j'ai été mis aux arrêts. Ils n'ont pas trouvé un détenteur d'armes dans ma voiture et moi non plus. Parlant du chanvre indien saisi d'une tonne 335 kg, soigneusement logé dans une double carrosserie spécialement conçue pour la cause. Ce camion de marque Renault RC 3762 AG qui transportait la drogue de Fourekaria pour Conakry. S'agissant des méthodes utilisées par ces malfaiteurs, comme Mme Mohamed Al-Fabari explique. Dans des pneus de secours de voiture, dans les bols avec riz cuit à la surface, dans les appareils de pulvérisation, dans des capots de voiture, dans des valises, dans des sacs mélangés de charbon et autres. Le chauffeur a tout de même reconnu les faits. C'est là-bas des militaires m'ont arrêté en me disant votre camion est suspect, il y a la drogue dedans. J'ai dit oui. Ils ont ouvert là où se trouvait la drogue. On a montré, on a fait descendre les colis et puis c'est tout. Quand on m'a demandé c'est pour qui ces bagages, j'ai dit directement que c'est à moi.
La criminalité et le trafic de drogue restent une préoccupation majeure des autorités du pays. Cependant, le phénomène perdure et inquiète les citoyens. Les 5 lauréats du baccalauréat 2016 ont reçu le prix de l'excellence ce jeudi à Conakry. C'est l'ONG Conseil des Patriotes Guinéens CPG qui est à l'initiative de ce geste. Une manière pour cette organisation de créer l'émulation et d'encourager les meilleurs élèves. Le point avec Sohari Boubacar. Cette remise est à sa première édition. Les 5 premiers des différentes options viennent ainsi de bénéficier de satisfecit d'encouragement avec une enveloppe symbolique de 2 500 000 francs guinéens pour chacun. Une manière pour l'ONG Conseil des Patriotes Guinéens d'inciter la compétitivité au niveau des futurs candidats. Cette initiative révèle d'un constat. En Guinée, très souvent, ceux qui travaillent sont très mal récompensés. Partant donc de ce constat, nous avons pensé mettre en place ce prix du baccalauréat pour encourager les jeunes au travail et pour récompenser les plus méritants. Cela, c'est une façon d'inciter l'élève guinéen au travail et au dépassement de soi. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction vis-à-vis de ce geste. Cependant, celui de l'option franco-arabe, Mamadou Bailo Diallo, demande à l'État plus d'équité dans l'octroi des bourses d'études. Je suis très content aujourd'hui du fait de recevoir ce prix venant de l'ONG CPG. Je suis très content, mais encore très frustré, très en colère, parce que l'État guinéen nous oublie, nous les franco-arabes. La présidente de la coalition des femmes leaders de Guinée, elle souhaite que les dirigeants mettent un accent particulier sur le renforcement du système éducatif guinéen. Je crois que la première richesse d'un pays, c'est d'abord ses ressources humaines. On a vu des pays qui n'ont ni sous-sol riche, ni pétrole devenir des superpuissances, parce que ces pays ont tout simplement su gérer leurs ressources humaines et de les utiliser à bon escient. Donc, l'investissement aujourd'hui dans lequel la Guinée devait s'appesantir, à mon avis, reste et demeure l'éducation. Cette activité, bien que symbolique, fait partie désormais, selon ses membres, de l'agenda du Conseil des Patriotes guinéens. Quelques mois seulement après sa création, la CARTI se lance dans une course de réalisation de grands projets dans l'organisation des Awards 2016. La Guinée abritera la phase éliminatoire de la première édition de cette compétition des professionnels des médias. C'est le premier vice-président de la Confédération africaine des radios et télévisions indépendantes CARTI qui l'a annoncé. Plusieurs cadeaux attendent les lauréats et entre autres 10 bourses de formation déjà obtenues. Yanka Sissé. Cette mission de 3 jours effectuée au Maroc par le vice-président de la Confédération africaine des radios et télévisions indépendantes était axée sur les préparatifs du prix CARTI Award 2016. Une compétition qui sera organisée à la fin de cette année entre les professionnels de la presse audiovisuelle privée des pays membres de la CARTI. C'était dans le cadre des préparatifs des Awards CARTI 2016. C'est une compétition qui va mettre des journalistes et des techniciens du continent en jeu. Il y a 13 prix, mais c'est par catégorie. Il y a par exemple catégorie meilleur animateur d'émissions de divertissement, il y a meilleur reportage sur les questions d'actualité. Il y aura aussi, si vous voulez, les médias en tant que tels en compétition, c'est-à-dire le prix de meilleure radio ou meilleure télé en termes d'équipement, en termes de programme. Pour la première édition de CARTI Award, c'est la Guinée qui a été choisie pour abriter la phase éliminatoire de la compétition. L'honneur est revenu à la Guinée d'abriter cette première phase des éliminatoires. Après la présélection qui sera faite dans chaque pays, ces différents éléments, c'est-à-dire les résultats là, des 5 premiers dans chaque catégorie, seront à Conakry. Maintenant, une fois les résultats donnés par catégorie à Conakry, ce sont ces résultats qui seront du côté de Casablanca pour la remise officielle, y compris les premiers bien sûr. Les lauréats de cette compétition auront droit à beaucoup de cadeaux
et surtout à travers des partenariats signés avec des entreprises. La quartier a réussi à décrocher 10 bourses d'études, comme le témoigne Kamal Lahou, président de la quartier. Le premier partenariat, il a été signé entre l'ISMAC, l'Institut de formation au métier de l'audiovisuel, une des premières en Afrique, et nous avons obtenu dans une première phase 10 bourses pleines allant de 1 à 3 ans, nourries, logées, sans per diem bien sûr. Au niveau national, c'est l'UTERGI qui va organiser la compétition. Selon son secrétaire général, une rencontre des différents patrons des médias sera convoquée dans les prochains jours. L'Union des journalistes et animateurs culturels de Guinée s'engage dans l'élan de la promotion de la culture guinéenne. C'est dans ce sens qu'elle a procédé ce jeudi au lancement officiel de la 3e édition du prix Djeliba. L'initiative vise à récompenser le mérite des hommes de médias dans le domaine culturel. Oumar Sow. Le Djeliba est une compétition qui consiste à gratifier les meilleurs journalistes et animateurs culturels du pays. À travers ce challenge organisé par la structure Kouma Multimédia dans sa 3e édition, les hommes de médias culturels vont compétir dans leurs émissions respectives. Et cela dans le seul but d'être primés du Djeliba prévu le 11 novembre prochain. Le premier prix, la version radio, nous avons meilleure émission culturelle en français, nous avons meilleure émission d'animation musicale en langue nationale, nous avons meilleur reportage sur la culture, meilleur magazine sur la culture, ça c'est concernant la version radio. Et quand nous prenons également les télés, on a meilleure émission culturelle en français, meilleur reportage sur la culture, meilleur magazine sur la culture. La presse écrite, nous avons meilleur article sur la culture, presse en ligne, meilleur article sur la culture, meilleur site d'information culturelle. De nos jours, ils sont nombreux des journalistes animateurs culturels qui exercent ce métier sans aucune formation. Conséquence, des émissions et productions faites ne sont pas qualifiées. Face à ce constat, l'UJAGI entend changer la donne. Pour la mission, après 10 ans ou 15 ans, nous voulons quand même faire un toilettage de ce secteur, c'est fondamental. Il y a un instant, je parlais avec mon ami. Je dis, mais on est devenu très nombreux dans ce métier aujourd'hui, on ne sait pas qui fait quoi. C'est très dommage. Et à la lune, les gens ne pourront pas nous prendre au sérieux. C'est pour cela, nous, s'il plaît à Dieu, on va qualifier ce secteur. Lors de la précédente édition en 2015, 5 prix des 10 ont été recalés pour des raisons de non-qualification dans les émissions. Cette année également, les initiateurs sont fermes là-dessus. Ils demandent aux postulants de tenir compte du timing donné dans un programme d'animation culturelle. Un pays merveilleux, peuplé de gens merveilleux, ce sont les mots de Barack Obama. Il parle d'Israël. Hier, il a rencontré Benjamin Netanyahu, peut-être pour une dernière rencontre officielle des deux hommes avant la fin du mandat d'Obama dans 4 mois. Et pour l'occasion, le temps est cordial et les relations apaisées, du moins en apparence. Regardez. C'était sans doute la der des der. Barack Obama et Benjamin Netanyahu se sont retrouvés à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Le Premier ministre israélien n'a pas été avare de compliments à l'égard du président américain. Votre voix portera encore des dizaines d'années et je sais que vous continuerez à soutenir le droit de l'État d'Israël à se défendre et à exister en tant qu'État juif. Pour Barack Obama, les liens d'amitié entre les deux pays ne peuvent être remis en cause. Nous partageons les mêmes valeurs, des relations familiales, et une reconnaissance que l'État juif d'Israël est l'un des alliés les plus importants des États-Unis. Le président américain s'est dit préoccupé par la situation en Israël et dans les territoires palestiniens. Manifestement, il y a un grand danger, celui du terrorisme, mais aussi celui de la violence. Nous sommes également préoccupés par l'activité de colonisation et notre espoir est de pouvoir continuer à être un partenaire efficace d'Israël afin de trouver un chemin vers la paix. La rencontre était presque cordiale, en tout cas plus cordiale qu'à l'accoutumée. Benjamin Netanyahu, très détendu, a même invité le président américain chez lui, en Israël.
Je veux que vous sachiez, Barak, que vous serez toujours le bienvenu en Israël. Je ne joue pas au golf, mais à Césarée, près de ma maison, il y a un excellent terrain de golf. Et Mahmoud Abbas sont attendus aujourd'hui à la tribune des Nations Unies. Ce mardi, avant de s'envoler pour New York, le Premier ministre israélien avait promis de présenter à l'Assemblée générale le cas d'Israël, la vérité d'Israël, la justice et l'héroïsme d'Israël. Selon ses mots, passage en revue des moments marquants des derniers discours de Benjamin Netanyahou à l'ONU. Suivez. L'Assemblée va écouter le discours de son Excellence Benjamin Netanyahou. Ces discours sont toujours très articulés et très structurés. Depuis plusieurs années, c'est à la tribune des Nations Unies que Benjamin Netanyahou exerce peut-être le mieux ses talents d'orateur. De ses discours passés, on retiendra notamment sa mise en garde contre la bombe nucléaire iranienne en 2012. Il avait alors utilisé un support et des références à la culture pop. Dire que l'Iran ne commet pas d'actes de terrorisme, c'est comme dire que Derek Jeter n'a jamais joué d'arrêt-court pour les Yankees. Mais aussi des allusions historiques. Le peuple juif a appris le lourd poids du silence, et en tant que Premier ministre de l'État juif et en tant qu'individu qui connaît l'histoire, je refuse d'être silencieux. Benjamin Netanyahou occupe la scène avec des messages politiques non dissimulés. Je suis prêt à reprendre immédiatement les négociations de paix avec l'autorité palestinienne sans condition préalable. Le président Abbas vient de parler ici. Je lui dis et je vous dis, nous ne résoudrons pas le conflit avec des discours diffamatoires à l'ONU. Président Abbas, ce n'est pas facile, mais on doit à nos peuples d'essayer, de continuer d'essayer. Pourquoi ne me joignez-vous pas? Arrêtons de négocier les négociations, avançons, négocions la paix. Cette fois, Benjamin Netanyahou va encore essayer de faire le lien entre la hausse de la menace terroriste en Occident et celle d'Israël. Il a déjà présenté, sous forme de sous-entendu, un conseil sur la méthode à employer en termes de lutte contre le terrorisme. Je vais présenter le cas d'Israël, la vérité d'Israël, la justice d'Israël et aussi l'héroïsme d'Israël. L'héroïsme de nos soldats, de nos officiers de police et de nos citoyens qui subissent de plein fouet le terrorisme. Comme dans le passé, le discours de Benjamin Netanyahou aujourd'hui sera scruté avec attention par les dirigeants du monde entier. Le temps se durcit entre les États-Unis et la Russie. Les chefs des diplomaties de deux puissances sont réunis à New York. Ils tentent toujours de trouver une solution au conflit syrien. Et parallèlement, sur le terrain, les combats ont repris. Les civils d'Alep sont de nouveau pris au piège des bombardements. Reportage. Pour le secrétaire général de l'ONU, on ne peut plus attendre, il faut agir d'urgence. Tout peut basculer d'un côté comme de l'autre. J'implore tout le monde d'user de leur influence pour établir la cessation des hostilités, permettre à l'aide humanitaire d'être acheminée partout où elle est nécessaire et de soutenir l'ONU en établissant une transition politique dans laquelle les Syriens puissent négocier et sortir de l'enfer où ils sont pris au piège. Une déclaration qui intervient alors que le ton monte entre Washington et Moscou. En marge de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la Syrie, le chef de la diplomatie américaine John Kerry demande aux Russes de faire en sorte que l'aviation syrienne soit clouée au sol, un des éléments de l'accord russo-américain du 9 septembre. Mais Moscou, de son côté, continue de montrer les muscles et annonce acheminer un porte-avions en Méditerranée pour renforcer sa capacité militaire dans le conflit. Au cœur de la tension, la destruction lundi d'un convoi humanitaire à destination d'Alep, quelques heures seulement après la fin de la trêve. Les Américains accusent les avions russes d'en être responsables. Moscou se défend et pointe du doigt la coalition. L'armée russe affirme qu'un drone de combat américain survolait le secteur au moment du bombardement. La destruction des 18 camions remplis de denrées alimentaires a causé la mort de 20 personnes, dont un responsable du Croissant Rouge syrien. Le cessez-le-feu obtenu par Moscou et Washington, décrété le 12 septembre pour 7 jours, devait garantir l'acheminement d'aide humanitaire, assurer une coopération militaire russo-américaine contre les djihadistes et imposer une zone d'interdiction de survol. Malgré sa fermeté, le chef de la diplomatie américaine espère pouvoir encore recoller les morceaux. Je veux vraiment rappeler ceci à la Russie. Les États-Unis continuent de croire qu'un chemin viable pour sortir de ce carnage est possible, aussi incertain et difficile à tracer qu'il puisse être. Mais depuis la fin de la trêve, les combats ont repris de plus belle. Pendant la nuit de mardi à mercredi, les bombardements se sont multipliés sur Alep, détruisant notamment un centre médical.
Dernier point de ce journal, deuxième nuit de violence à Charlotte, en Caroline du Nord. Des centaines de manifestants défilent pour crier leur indignation. Après la mort d'un homme noir tué par balle par une policière, les manifestations ont rapidement dégénéré, échauffourées contre forces de l'ordre et manifestants. L'un d'entre eux a été grièvement blessé. Il est actuellement dans un état critique. Regardez. Des manifestants face à un mur de policiers, deuxième nuit de violence consécutive en Caroline du Nord. Responsables religieux, militants associatifs, proches ou simples citoyens se sont rassemblés à Charlotte pour rendre hommage et pour dénoncer une nouvelle bavure policière. Mardi, Keith Lamont Scott, un noir américain de 43 ans, a été abattu à bout portant par une patrouille. Selon la police, il refusait alors de lâcher son arme, une version démentie par ses proches. Ça fait des années que ça dure et la seule différence c'est qu'on a des caméras maintenant. On a des vidéos en direct. Les gens peuvent filmer en direct avec leur portable, là où ça se passe. La scène a été filmée mais la police a déclaré qu'elle ne publierait pas la vidéo. Face aux violentes manifestations qui ont suivi la mort de Keith Scott, le gouverneur de Caroline du Nord a décrété l'état d'urgence. J'ai déclaré l'état d'urgence et pris l'initiative de déployer la garde nationale et la police autoroutière pour aider la police locale. Jeudi soir, un manifestant a été blessé par balle, transporté à l'hôpital dans un état critique. Il se trouve toujours sous assistance respiratoire. Cette nouvelle affaire a rapidement ranimé le débat sur les violences policières contre les Noirs américains, un thème qui s'est invité dans la campagne présidentielle. Cette jeune policière, je ne sais pas ce qu'elle pensait, mais je suis très troublé par ça. Donald Trump promet à nouveau de faire de l'Amérique un lieu sûr. De son côté, Hillary Clinton présente ses condoléances aux familles. D'abord, un homme non armé nommé Terence Crutcher a été abattu par un officier à Tulsa. Ensuite, un autre homme, Keith Scott Lamont, a été abattu par un policier à Charlotte. J'envoie mes condoléances et mes prières à leurs familles. Nous avons deux autres noms à ajouter à la liste des Afro-Américains tués par des policiers. C'est insupportable et ça doit devenir intolérable. Quelques jours avant la mort de Keith Scott, un autre noir américain, Terence Crutcher, avait été abattu par les forces de l'ordre à Tulsa, dans l'Oklahoma. L'homme n'était pas armé. Voilà comment on se quitte au compte de cette édition. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Merci de l'attention et bonne suite de programme.